On poursuit cet après-midi donc avec deux témoins sous le titre d'une intervention qu'ils ont choisi d'appeler Chemsexeur du mensonge à la reconquête de soi. Jérémy M et Yann B. Voilà. Alors Jérémy M, parce qu'on se dit c'est plus facile d'intervenir comme anonymement, mais pour ceux qui sont montpelliérains, l'anonymat de Jérémy Malek, l'ami, est tout à fait illusoire. Suffisamment connu à Montpellier, coordinateur d'un centre de santé spécialisé dans les soins de premier recours, qui a eu aussi un passé politique comme adjoint au maire à Montpellier dans la mandature précédente. Un centre qui intervient auprès des populations précaires, en difficulté, avec une prise en charge également de personnes souffrant d'addiction. Et notre deuxième témoin, Yann B., qui témoigne également et qui est auteur de son livre « Ma vie en poudre », qu'il dédicace très aimablement à ceux qui le souhaitent après son intervention. En préparant tout ça, on s'est dit que ce ne serait pas un exercice facile, même si vous l'avez déjà fait, mais là, il y a beaucoup de monde. Et il faut prendre la parole pour parler de soi, ce qui n'est pas simple. Et donc, une question toute simple, pour un quart d'heure environ. Comment on entre dans cette addiction, comment on la vit, et surtout, comment on en sort. Je vous laisse la parole. Comme vous le souhaitez, le premier qui se lance. Je suis chaud. Écoutez, moi, ma première prise, c'était il y a 12 ans, donc j'en ai 36, donc c'est quand même un petit moment. Les choses n'étaient pas de la même manière, c'était pas aussi démocratisé. C'est-à-dire que maintenant, quand on va dans un plan, on peut directement avoir un rail sur une table et dire est-ce que tu veux en faire une. Non, moi, c'était pas comme ça. Mais ça s'est fait quand même aussi naïvement et anodinement. On m'a proposé donc du GHB. Et j'en ai pris parce que j'étais habitué à prendre du popper, c'est que je trouvais pas ça un mal ou quoi que ce soit. Et puis petit à petit, donc, de produit en produit, je suis arrivé donc au catatinone ou du moins moi ce qui était ma drogue préférée, la MDMA. Et donc voilà, ça se fait assez anodinement en fait. Je sais pas comment tu l'as vécu toi. Moi je suis entré, on avait dit qu'on se mettait debout parce qu'apparemment on voit pas du fond. Moi je suis entré, et on en a parlé un petit peu dans la table ronde, enfin dans la présentation tout à l'heure, je suis entré dans le chemsex et j'y suis resté 10 ans, d'abord sous forme de sniff, puis ensuite pendant 4 ans sous forme de slam, donc les injections, vous avez dû entendre ce terme depuis ce matin. Je suis entré par des sexualités hard, je pense qu'il n'y a que des majeurs ici, donc je suis entré à travers la pratique du fist, et très vite on en reparlera tout à l'heure, et on l'a déjà entendu, ce terme de communauté qui est très important parmi les pratiquants, les croyants et les pratiquants. Voilà moi comment j'y suis entré, donc on y vient doucement, puis un jour on propose plus, donc avec l'injection, et puis voilà. Après le truc c'est que, si la drogue se développe aussi rapidement, c'est qu'en fait c'est bon, on en reprend parce qu'on en a envie, parce que ça fait plaisir, parce que ça fait du bien. Moi je sais que ça m'a ouvert l'esprit, je dépassais mes fantasmes, je dépassais mes envies. Tout ça c'est un grand processus, un peu comme une épidémie. Une épidémie, quand elle est mortelle d'un coup, elle ne se développe pas. Là, elle se développe petit à petit parce que justement, on le recommande. Moi, je le recommandais avec les personnes avec qui je consommais en disant écoute, tu vas prendre ce produit-là. Bon, je fais toujours de la prévention. Je dis voilà, ça pendant 3 heures. 3 heures après, ça va te faire ça. Le lendemain, tu seras comme ça. Bon, cette bienveillance, j'ai l'impression qu'elle y est moins. Mais c'est vrai que je recommandais ce produit parce que c'était quelque chose qui était bénéfique pour moi. Après, il y a une bascule qui se crée, mais dire la drogue c'est mal, c'est pas pour moi la chose la plus intelligente à dire à quelqu'un qui se prend des produits, quoi. Moi, j'aime bien parler de surhomme. On devient un surhomme, ce fameux Hulk là qu'on a peut-être tous vu ou pratiquement dans notre enfance, c'est-à-dire on décuple notre force, on décuple notre capacité à avoir des relations sexuelles, surtout dans la durée. Moi, je suis quelqu'un d'assez entier, donc je suis allé vraiment jusqu'au bout. Donc j'y allais et par très forte dose et par beaucoup de régularité, aussi bien dans une même soirée qu'en répétition de sex party, en fait, de partous. J'y allais aussi, ça pouvait durer jusqu'à 72 heures, sans manger, sans dormir, juste en ayant une activité, alors de moins en moins sexuelle, mais de plus en plus d'injections. Donc en fait, on est effectivement ce surhomme, on dépasse nos propres limites, on dépasse des limites aussi, on casse des plafonds de verre, puisqu'on est vraiment dans une autre dimension qui ne nous appartient plus, qui appartient à un autre soi-même. On parlait tout à l'heure de violence.
On ne s'en rend absolument pas compte, mais on est demandeur de violence aussi. On est vraiment demandeur de violence, la soumission au produit, la soumission à l'autre. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on peut aller très très loin dans des choses très sordides, dans lesquelles on se met complètement en danger. Il y a aussi ce plaisir finalement à se violer soi-même, puisque quand on s'injecte un produit dans le bras, il y a une violence, et donc il y a un viol de soi-même, on demande à être violé, et en même temps on prend beaucoup de plaisir. Donc je ne vais pas entamer ma thérapie avec vous, je vous rassure, mais en tout cas ce plaisir il est inhérent de toute façon tout à l'heure, Fred le disait, dès l'achat du produit. Ça devient le stimulant. Et on sait très bien ce qu'on va faire de ce produit, on sait très bien ce qu'il va nous apporter. On sait très bien qu'on va le partager en communauté, et c'est en communauté de pratique, on l'avait évoqué en préparation, c'est-à-dire que moi qui ai vécu le sniff et ensuite le slam, d'un seul coup, les gens, quand on devient slammer, on a la communauté des slammers, il n'y a plus qu'elle qui nous intéresse, puisqu'on est vraiment dans un acte très particulier de s'injecter, d'injecter l'autre aussi. On va aussi parfois, je suis désolé, c'est peut-être un peu cru pour certains, mais jusqu'aux échanges de seringues, tout ça, on est dans le symbole. On est vraiment dans le symbole avec le slam, peut-être plus qu'avec le sniff, et c'est ça qui est très, très, très excitant. Dans l'entrée, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a évidemment des terrains de fragilité. Franck l'a dit, moi j'ai commencé à me slammer dans une période extrêmement difficile, douloureuse et humiliante pour moi. C'est le mandat électoral dans lequel j'étais ancré à ce moment-là. Et c'est vrai que pour me rassurer, pour me valoriser, pour retrouver une estime de moi-même, j'ai pensé effectivement que le slam viendrait en compensation de toute cette période très humiliante pour moi. Tout ça, c'est qu'un leurre, on en est d'accord. C'est pour ça qu'on avait décidé d'intituler cette intervention du mensonge à la reconquête de soi. Je ne maîtrise pas le temps, Franck, on ne maîtrise pas. Non, mais je vous le dirai, pas de souci. On a bien timé quand il nous a dit c'est 20 minutes, on a... Et la réaction, Diane ? Oui, pour ce qui est de la communauté, c'est vrai que dans un monde où c'est un peu compliqué, donc avec de rencontrer avec Grindr, même si c'est facile, mais il y a quand même tout un dispositif où on voit la taille de la personne, tout. Il n'y a plus de drague, il n'y a plus d'émotion. Là, avec un produit, on rajoute de l'émotion, on rajoute quelque chose qu'on n'a plus dans ce monde, en quelque sorte. À une époque, dans les lieux de drague, il y avait quand même une histoire de drague. Dans un bar, on avait quand même un petit symbole pour... Tout ça, même si c'était compliqué, ça créait du désir. Et là, on n'a plus ce désir-là. Et donc, du coup, on rentre dans un petit schéma où on agite le petit sachet de poudre. On a une communauté de personnes autour de soi qu'on ne connaissait pas. Et après, du coup, on n'a plus qu'à consommer. Et après, on peut avoir... Mais c'est vrai que tu as raison, les communautés ne se mélangent pas. Ouais. L'objet du désir, c'est plus soi-même. C'est le produit qu'on est en capacité d'apporter. Donc, moi, c'est pas compliqué. C'était des sex parties tous les 15 jours en fournissant paille, seringue, enfin tout ce qui va pour organiser une bonne partouze de slammer, quoi. Et qu'est-ce qui déclenche éventuellement une prise de conscience et une inclination vers la sortie ? Alors pour moi, il y a plusieurs étapes. Il y a donc déjà un symptôme. Moi, je sais que j'en avais marre de répéter tous les week-ends la même soirée, le même truc. C'était quelque chose qui devenait lassant et en même temps j'en avais besoin. C'était quelque chose, je ne voyais plus le jour puisque je sortais la nuit. Le jour, je ne voyais plus mes amis puisque j'avais pas besoin de... J'étais trop fatigué de la veille. Et donc du coup, je travaillais, je me sniffais, et je consommais et puis non-stop. Et donc c'est vrai que ce moment de lassitude, je dis mais à un moment je m'essoufflais à ça et aussi au rôle que je pouvais avoir justement du surhomme qui était en train de m'écraser, qui m'éloignait des propres désirs et mes propres envies au final. Bon, après, la première étape pour moi, ça a été de verbaliser que j'étais drogué. Quand il y a eu une étape dans ma vie où j'ai dû le dire devant un médecin et pour me justifier, et je l'ai dit. Avant, je disais « je gère », donc on connaît tous cette phrase-là, je gère », et bien là, je cautionnais que je ne gérais plus et que j'étais drogué. Jérémy, toi, tu l'as vécu comment ? Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui m'a ouvert les yeux assez tôt quand j'ai commencé à me slammer et qui m'a dit « il faut que tu vois quelqu'un ». Et c'est pas compliqué. Hélène Donadieu-Rigol m'a reçu la première fois. Et puis,
Ça a été très très bizarre parce que ça a duré 3 ans peut-être, Hélène, qu'on s'est vu. Et moi, la première fois que j'y suis allé, je me disais, allez, je suis prêt. Et quand on va chez le médecin, on s'attend à quoi? À ressortir avec une ordonnance. C'est bien culturellement français, ça, pour le coup. Et moi, je suis ressorti de là, mais vraiment en me disant, mais en fait, c'est qui? C'est qui? Je suis ressorti, j'ai rien. Et pendant ces 3 années, on s'est quand même... j'ai réussi à revenir et pendant 3 ans, j'ai entendu accrochez-vous à vos valeurs. Et moi, j'étais complètement défoncé, je ne savais plus où j'habitais. Et elle me disait, mais accrochez-vous à vos valeurs, j'ai jamais rien compris à cette affaire. Mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Elle en rit. Et puis, en fait, pendant ces années-là, il y a eu de la rechute. Et Yann, c'est un peu pareil pour toi, il y a eu de la rechute et ça fait vraiment partie de la guérison de rechuter. C'est pas grave de rechuter, ça arrive. Et petit à petit, il y a cette lassitude de se dire mais putain, j'ai plus le même plaisir qu'avant là. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'on est dans le mensonge, que oui, la drogue, c'est un leurre en fait. Ça nous fait croire, ça nous fait rêver, et on s'aperçoit que le truc, c'est non, il n'y a plus de plaisir, ça nous apporte plus que ça nous apportait au début. Et donc voilà, à force de rechute, et puis un jour, il y a eu un très gros moment de fragilité, et je suis allé très très loin, et il y a eu un instant de survie. Parce qu'entre-temps, je passe les infections, les abcès, ceci. Et au bout d'un moment, il y a l'instinct de survie en se disant « mais la prochaine, c'est la bonne ». Et je crois que c'est ça qui a fait qu'un jour, j'ai appelé Hélène et je lui ai dit « je veux être hospitalisé ». Et voilà, c'était il y a 3 ans bientôt. Alors, là, je vais dire un truc terrible, c'est qu'on est déjà sur la fin de cette intervention. Aujourd'hui, comment vous allez? Comment vous vous définissez? Chemsexeur, ex-chemsexeur? Ex-chemsexeur. J'ai eu l'occasion, donc après un an d'arrêt, les médecins ils disent souvent qu'il faut 1 an d'arrêt de produits pour être, pas être guéri, mais du moins avoir un éloignement avec l'abstinence. Et c'est vrai que pour moi c'est mon cas, donc je le dis souvent. J'ai refait un plan où concrètement je dominais un mec, fait toute une histoire, et le mec il me dit mais c'est génial, on va se revoir, c'est un truc de dingue ce qu'on fait et tout. J'ai dit mais non, c'est la drogue qui fait dire ça quoi. Et comme on dit la drogue est un mensonge, là je ne croyais plus au propre mensonge. Donc comme je dis comme métaphore souvent, c'est que en fait là c'est comme si je fêtais Noël sans croire au Père Noël quoi. Concrètement et là le mec il me dit mais si, j'ai dit non, on le sait très bien quand même. Moi je savais parce que j'avais pris du recul sur toute mon addiction, et donc c'est pour ça que maintenant moi je me considère ex-chemsexeur. Il m'arrive de temps en temps de prendre des prises, mais à chaque fois, j'appelle ça comme une piqûre de rappel. Et je me dis, franchement, c'est pas aussi bien qu'avant, quoi. Enfin, ça arrive à rien, quoi. Je vais bien, tu le sais. non, je vais bien. C'est pas moi de le dire. Mais on est toujours dans cet état d'esprit de se dire, ça peut revenir. Ça peut revenir, et il y a quelque chose d'essentiel que moi j'ai appris pendant mon hospitalisation, parce que j'étais hospitalisé 3 semaines en hospice complète, puis 15 jours en hospice 2 jours. Et il y a quelque chose que j'ai compris, c'est moi, comment je fonctionnais moi. Et une fois qu'on a compris comment on fonctionne, avec cette addiction, avec ce célèbre circuit de récompense, on se maîtrise. Donc ça se voit pas trop, mais je fais du sport. Mais je suis aussi gonflé au stress. Et puis j'ai retrouvé d'autres plaisirs, et puis j'ai enfin compris ce que c'était que s'accrocher à ses valeurs, Hélène. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Je vais vous laisser applaudir, c'est mérité. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Je me doutais un peu que ça laisserait un peu sans réaction. Vous voulez ajouter quelque chose? Je ne sais pas. Nous ouvre pas la porte, ça pourrait durer. On a un petit peu de temps. Moi, je veux bien un truc, Ouais, c'est quelque chose qui me fascine, c'est que la drogue, elle, ne change pas. Bon, à part si on la tasse un peu ou quoi que ce soit, mais et de la première prise à la dernière prise, il y a tout un processus, mais la drogue, elle n'a pas changé. Mais c'est nous qui changeons par rapport à la drogue. C'est-à-dire qu'au tout début, elle va nous ouvrir l'esprit, on va découvrir nos fantasmes et tout. Après, elle va nous pourrir la vie, elle va devenir addictive, elle va devenir une béquille dans notre vie, on ne pourra pas se passer, jusqu'au moment où après, on va s'en passer et on va redécouvrir la vie. Enfin, ça me fascine, c'est fascinant. Moi, j'aime bien dire alors, effectivement que c'est un processus, et moi, je vis ça comme une expérience. Et j'avoue, alors moi aussi, je suis passé, parce que tu nous laisses encore quelques minutes, moi aussi, verbaliser les choses, c'est hyper important de dire oui, j'ai été drogué, oui, je peux me redroguer. C'est des mots forts, parce que quelque part, je trouve qu'on a une terminologie dans le milieu gay, particulièrement, qui
fait qu'on se cache derrière des choses très excitantes. Le slam, non, on ne va pas dire injection. Et moi, je vais me dire, oui, je m'injectais de la drogue dans les veines. Je suis désolé, ça casse l'ambiance. Mais voilà, puis moi je suis un peu francophile, je dois dire. Donc je dirais un courriel par exemple. Donc là je dis oui, je suis un drogué, je m'injectais de la drogue dans les veines. Et ça prend beaucoup de sens. C'est complètement différent de dire ouais super, viens, on va se faire un slam. Voilà, ça c'est important de le dire. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de résistance, beaucoup de résilience aussi pour s'en sortir. Et donc oui, moi je vis ça comme une expérience et je le partage aujourd'hui très volontairement et de façon tout à fait désanonymée, donc avec le plus de bienveillance possible, parce que cette expérience, chacun peut la vivre et il y en a beaucoup effectivement parmi les jeunes notamment qui la vivent aujourd'hui. Oui, Hélène, pardon. Vu qu'on a 5 minutes encore, je pense, et que demain, tout le monde ne sera pas à l'atelier, je crois qu'une des questions que se posent de nombreuses personnes qui accompagnent des usagers de chemsex, c'est un petit peu comment vous retournez à une sexualité sans chem et comment ça se passe. Alors, on ne va pas faire le teasing de l'atelier de demain, mais c'est un atelier, moi, qui me tenait quand même très, très à cœur, qu'il soit présent, parce que c'est des questions qu'on a de l'ensemble des soignants qui veulent accompagner des usagers de chemsex. On l'a eu aujourd'hui en termes de questions, donc peut-être un ou deux mots si on n'a que 2 minutes pour faire le teasing de demain, mais surtout ne dévoilez pas l'atelier, mais je crois que c'est important pour les gens qui ne seront pas à l'atelier demain. Et merci Jérémy. C'est complexe. Alors on va pas teaser, mais en tout cas, alors pour ceux, parce que je sais qu'on en parlait à la pause apparemment, c'est l'atelier qui a été pris d'assaut. Alors et c'est bien quelque part parce que c'est la vraie question, enfin c'est une des vraies questions qu'il faut se poser. On a des parcours totalement différents sur nos retours à la sexualité. Alors bon, je sais pas à quel moment s'arrête le teasing. En tout cas, c'est une question complexe. Moi, bientôt 3 ans après mon sevrage, je me la pose encore. Je m'accorde beaucoup de bienveillance avec moi-même et surtout, oui c'est ça, je m'accorde beaucoup de bienveillance et surtout j'adapte finalement un non-retour à la sexualité en fonction de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je ne veux plus être surtout. C'est difficile de baptiser, Hélène. Bon, pour moi, en une ligne concrètement, c'est la frustration, le stoïcisme, c'est-à-dire que en ne consommant plus, je suis frustré. Cette frustration, du coup, crée du désir. Et du coup, j'ai plus besoin de produits puisque j'ai du désir. Enfin, c'est un peu A plus B égale C, c'est assez rapide. C'est un sexologue qui m'a dit ça et quand je suis sorti là, je fais ouais. C'était... mais vraiment, ça m'a énormément aidé. Donc, du coup, ça a été l'une des choses, la frustration, en fait. Ouais. Vous vouliez dire, mais alors vraiment très rapidement. Attendez, je vais vous apporter le micro, ce sera plus simple. Et du coup, moi, je vais faire un petit lien avec notre atelier de demain avec Vivien et Bénédicte Julien. Bim. Nous, on fait un atelier sur le repérage précoce. Et en gros, le repérage précoce, c'est éviter que le plaisir, le chemsex récréatif, vire au chemsex addictif. Et du coup, comment est-ce que serait envisageable, finalement, sur la longueur, on fait une addiction sur 1 an, donc un chemsex sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, que le chemsex reste récréatif. Est-ce que ça, c'est possible ? Merci. Qui se lance ? Moi, ouais, c'est marrant parce que juste avant, on en a un petit peu parlé. Moi, j'ai absolument pas de recul. J'ai rencontré beaucoup de chemsexeurs qui me disaient mais moi je gère, moi j'ai pas le même rapport au produit que toi. Moi c'est vrai que comme je le disais en introduction, c'était à fond. Et donc c'était loin d'être récréatif. J'ai connu le manque, donc c'est compliqué pour moi d'entendre des gens très objectivement me dire mais moi je le fais que de temps en temps. Peut-être. Mais c'est quoi de temps en temps ? Si c'est tous les week-ends, c'est moins de temps en temps déjà. Donc je ne sais pas, j'ai du mal à croire avec le plus de recul possible que quelqu'un puisse dire mais moi ça fait 10 ans que je sniffe, mais je gère. Voilà. Yann, je pense comme toi. Maintenant, je suis tombé dans la marmite, je ne crois plus aux mensonges. Donc du coup, je peux avoir le recul. Mais en prendre de temps en temps pour une personne qui n'est pas tombée dedans et qui n'a pas
Pour moi, le jour où un jour il aura un petit moment de faiblesse, quelque chose dans sa vie, ou un doute, ou un problème de confiance en lui, la drogue sera là, elle va lui ouvrir les bras, et c'est là où... moi, j'ai un peu de mal à dire... Pour moi, c'est que latent. Il y a un jour... après, c'est que mon avis. Hein. J'ai un peu du mal à le croire. Par contre, oui, il faut avoir du recul sur la situation et toujours avoir une vie bien remplie pour vraiment ne pas être accroché à ça, parce qu'après, on s'identifie à la drogue. Il n'y a aucune norme hein, qui dit bah, ça c'est récréatif et ça c'est de la dépendance. Enfin, moi j'en connais pas, après, mais c'est ça en fait. Alors c'est plus ça va être plus un ressenti, voilà. Oui. Donc, et je respecterai quelqu'un que... alors, et j'en ai vu hein, des mecs hein, dans les partouzes me dire « Ah non, mais moi c'est de temps en temps », puis tu les vois tous les mois. Hein, donc, mais pourquoi pas, je veux dire, après tout, c'est sa vision. C'est comme moi, jusqu'à ce que j'appelle Hélène pour lui dire « Hélène, il faut que je sois hospitalisé », j'étais pas un drogué, j'étais pas... voilà. Bien. Écoutez, merci infiniment. De toute façon, ça donne un avant-goût de ce que sera l'atelier auquel vous serez présents tous les deux demain. Aussi, c'est aussi la poursuite des témoignages à travers la projection de ce soir où vous allez être présents tous les deux lors du débat. Donc, on n'a pas fini. Puis, je pense qu'en fait, vraiment un grand merci à nos deux premiers intervenants et intervenantes et à vous deux, parce que je crois que ça a permis effectivement d'apporter cet éclairage sur le chemsex, sur ce qui se joue en fait de façon particulière dans le rapport au produit. Fred Bladou l'a bien dit, c'est pas un rapport au produit, c'est tout ce qui se joue dans la dimension communautaire et individuelle de l'accès au plaisir, dans la façon dont les produits sont parfois des béquilles pour supporter la vie, voire ce que je dis parfois des bouées de sauvetage dans des stratégies de survie. Et que si on ne prend pas effectivement la singularité de ces contextes et de ces rapports aux produits, je crois qu'il est difficile d'intervenir de façon pertinente. Moi, je laisserai une phrase de conclusion à cette demi-journée à Anaïs Nin. Si je n'avais pas créé mon propre monde, je serais probablement morte dans celui des autres. Je vous remercie.